Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un événement d'un type nouveau imaginé par la créative équipe de l'IRESP, l'Institut pour la recherche en santé publique, un des principaux soutiens à la recherche en santé publique en France. Cet événement, c'est le café de l'IRESP, une demi-heure tonique autour d'un thème de santé publique. Aujourd'hui, la prévention, ce qui n'étonnera pas beaucoup de monde. Ce qu'on souhaite faire avec les cafés de l'IRES, c'est diffuser les résultats de recherche qui ont été soutenus dans le cadre des appels à projets de l'IRESP et qui sont arrivés au terme de leurs travaux et pour lesquels il y a des conclusions. C'est idéal pour celles et ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de consacrer des temps longs autour de résultats de recherche, qui veulent découvrir une nouvelle thématique de santé publique ou simplement passer un moment riche avec un scientifique à l'heure du café. Pour le premier café, nous sommes très heureux de vous emmener à Bordeaux pour retrouver Linda Cambon, qui est titulaire de la chaire prévention à l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement, l'ISPED, et à Santé publique France, qui est co-directrice de l'équipe MERISP, une des équipes du centre de recherche de l'INSERM et de l'Université de Bordeaux, le Bordeaux Population Health, que vous connaissez toutes et tous. Donc, Linda Cambon va nous présenter les résultats issus de sa recherche intitulée TC-REG, qui concerne l'évaluation d'un dispositif de transfert de connaissances sur les modalités de pilotage et de mise en œuvre de la prévention en région. C'est un projet qui avait été financé dans le cadre de l'appel à projet général de l'IRESP dans le volet prévention en 2016. Voilà, très bon café en compagnie de Linda Cambon autour de la prévention et vous pouvez poser des questions en vous servant de l'onglet prévu à cet effet. Linda, je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce premier café, à inaugurer ce premier café. Donc l'idée de ces 15 minutes-là et puis des questions derrière, c'est de discuter autour du projet TC-REG. Comme ça a été présenté par Rémi, le projet TC-REG visait l'évaluation d'un dispositif de transfert de connaissances dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, et plutôt en milieu local d'intervention, puisque les parties prenantes concernées par cette recherche étaient essentiellement les acteurs associatifs de la prévention et très fortement impliqués dans le projet, notamment le réseau de la Fédération nationale d'éducation pour la santé, et puis les agences régionales de santé. Les agences régionales parce qu'elles pilotent, parce que l'idée c'est d'évaluer un dispositif de transfert de connaissances autour d'un champ très très important de leur activité qui est la prévention et la promotion de la santé, et les acteurs associatifs plutôt dans la mise en œuvre ou le soutien à la mise en œuvre des actions de terrain. En gros, de quoi parle TC-REG? Il parle de transfert de connaissances, c'est-à-dire la mise à profit des connaissances scientifiques, ce qu'on appelle données probantes, au sein d'un processus décisionnel et au sein de la modification ou l'amélioration des pratiques dans un domaine particulier qui ici était la prévention. En France, la question du transfert de connaissances est encore une question qui est très jeune, puisque si dans le domaine de la médecine factuelle, on utilise évidemment les données probantes, les données scientifiques, en prévention, l'usage n'est pas complètement consensuel et n'est pas dans la pratique courante. Il y a une pratique même plutôt faible de l'usage des données scientifiques dans la mise en œuvre des actions. Pourquoi? Parce que ce transfert de connaissances est assez peu enseigné et il est finalement assez peu structurellement ou financièrement soutenu. Il peut y avoir aussi des freins philosophiques qui sont propres au domaine de la promotion de la santé, où on peut penser que rien ne peut se transférer, voilà, tout doit être conçu de novo. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question des compétences des acteurs, puisqu'il y a différents mécanismes en fait à activer pour que ce transfert de connaissances, c'est-à-dire cette utilisation de données probantes, devienne, on va dire, facile, et on va justement traiter ce sujet-là. Ce que l'on sait dans la littérature, et c'est comme ça qu'a commencé ce projet-là, c'est que la diffusion des données probantes, c'est-à-dire des résultats des interventions efficaces ou non dans la littérature, ne suffit pas. Il ne suffit pas de créer un site internet pour mettre des données probantes dessus ou des interventions probantes. Il faut que les enseignements en fait issus de la recherche pénètrent complètement les pratiques des professionnels, et ça s'accompagne.
Il y a plusieurs activités qui peuvent être mises en place. Ce que l'on sait, c'est qu'il y en a des plus efficaces que d'autres, évidemment, on va en parler, mais surtout que c'est extrêmement contexte dépendant. D'où l'étude TCREG qui visait à analyser dans quelles conditions en fait, ce transfert de connaissances fonctionne au niveau local en France. Pour ça, on a utilisé un design d'évaluation très particulier qui s'appelle l'évaluation réaliste, qui vise vraiment à regarder comment ça fonctionne sur le terrain. Et on a mis en place une recherche qui est participative puisque l'ensemble des acteurs et des parties prenantes nous ont aidés à concevoir le protocole et cette évaluation. Alors, je vais vous passer les aspects méthodologiques de l'évaluation réaliste. On va tout de suite aller sur les résultats pour comprendre ce que TCREG finalement a apporté. Ce travail-là de recherche a permis de mettre en évidence les mécanismes les plus impliqués dans le transfert de connaissances, dans la modification des pratiques, dans l'utilisation des données probantes dans la décision et la mise en œuvre des interventions. Ce que l'on sait, c'est que les mécanismes les plus impliqués, en fait, sont la perception d'une utilité stratégique. C'est-à-dire que si les acteurs n'ont pas l'impression que ça va légitimer leur pratique, voilà, s'ils pensent que ça peut la remettre en question même, ça peut freiner. Alors que si ça peut légitimer une pratique de prévention et de promotion de la santé, ils vont adhérer finalement à cette dynamique de transfert de connaissances. Le deuxième mécanisme, c'est ce que l'on appelle l'utilité instrumentale, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse les aider. Si les données probantes ne les aident pas à modifier la pratique, si les stratégies de transfert de connaissances qui sont proposées ne leur permettent pas facilement de modifier leur pratique, ça risque d'être un frein. Alors que si vraiment ça donne un vrai coup de pouce, dans ce cas-là, ils vont adhérer finalement à cette utilisation des données scientifiques dans leur pratique. Et puis le troisième mécanisme le plus impliqué, c'est ce qu'on peut appeler l'auto-efficacité perçue, c'est-à-dire que plus les acteurs vont se sentir en capacité de s'approprier les données probantes, c'est-à-dire qu'elles ne leur sont plus étrangères et ils savent comment les manier, comment les manipuler, comment les transformer, comment les utiliser de manière facile et autonome, plus finalement ce transfert de connaissances va être mis en place dans une routine. Voilà. Donc c'est vraiment une dynamique qui est apprenante. Il y a un coup d'entrée et puis ensuite, plus on a de la pratique finalement, plus on se sent à l'aise et plus on va utiliser des données scientifiques dans sa pratique à différents moments du développement de l'intervention. Pour chacun de ces trois mécanismes, ce que TCREG a montré, c'est qu'il y avait des activités plus influentes que d'autres. Évidemment, les activités de communication sur les données interventionnelles sont extrêmement influentes. Quand je dis communication, ce n'est pas juste de les mettre en ligne ou juste d'en faire une présentation dans une formation. C'est de les adapter de manière à ce que ça réponde aux incertitudes des acteurs, qu'ils puissent les utiliser très directement en fait dans leurs actions sans nécessiter d'efforts supplémentaires. Deuxième type d'activité, c'est les activités d'adaptation aux réalités rencontrées par les acteurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les manipuler, ces données-là. Ce n'est pas en lisant un article scientifique qu'on modifie sa pratique. Ça, vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas besoin de la recherche pour le démontrer. Mais on a listé quelques activités d'adaptation qui permettent justement d'augmenter cet usage des données scientifiques. Et puis évidemment, les activités d'accompagnement à l'usage de ces données, comme la formation, le compagnonnage, le conseil méthodologique. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a des spécificités, c'est-à-dire que certaines activités vont développer plus tel mécanisme ou tel mécanisme. Par exemple, les activités d'accompagnement, comme j'évoquais là tout à l'heure, l'accompagnement méthodologique, la formation, mais aussi les activités structurelles, c'est-à-dire comment finalement l'organisation favorise le recours à des données scientifiques, voilà, en créant un environnement favorable à l'utilisation des données scientifiques. Ces deux activités, lorsqu'elles sont combinées, sont les plus influentes pour activer les mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure et donc modifier les pratiques. Les activités structurelles, elles vont vraiment agir sur cette perception de l'utilité. À quoi ça va me servir finalement d'utiliser ces données? Et sur l'auto-efficacité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à identifier et s'approprier les données probantes. Et donc ça, évidemment, ça a un impact sur la motivation à utiliser des données probantes. Les activités d'adaptation des données probantes, c'est-à-dire de transformation des données probantes pour qu'elles soient intelligibles pour les acteurs, vont augmenter évidemment cette auto-efficacité perçue et l'utilité instrumentale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser directement les nouveaux outils créés à partir des données scientifiques pour modifier sa pratique. Les activités d'accompagnement vont agir sur l'ensemble des mécanismes et augmenter la motivation à utiliser des données probantes. Le seul mécanisme sur lequel ces activités d'accompagnement n'ont aucun impact, c'est ce que l'on appelle l'utilité conceptuelle.
c'est-à-dire celle qui permet de donner des cadres théoriques, en fait. C'est utile pour définir le cadre dans lequel j'inscris mon intervention. Pourquoi? Parce qu'en fait, les acteurs qui ont été interrogés, c'est peut-être un biais de l'étude, savent déjà légitimer en fait leur cadre d'intervention. Ils n'ont pas besoin de ces activités d'accompagnement-là. Les activités de communication, elles, vont permettre d'identifier les données probantes. Où est-ce que je peux aller chercher finalement ces données probantes? Et l'utilité instrumentale, là aussi, pour modifier ces pratiques. En gros, vous voyez qu'il faut combiner finalement ces stratégies-là. Ce que l'on a démontré aussi, c'est qu'il y a, et ça c'est complètement cohérent avec la littérature, il y a un effet contexte très très fort. C'est-à-dire que tout cela ne vaut que dans certaines conditions. Et dans ces conditions contextuelles d'efficacité, ce que l'on sait, c'est que la manière dont l'organisation dans laquelle les professionnels travaillent se positionne par rapport à la question des données scientifiques est majeure en fait. Si l'organisation est soutenante dans le transfert de connaissances, s'il y a une volonté politique très très forte de l'institution qui encourage et qui rend facile cet usage des données probantes, alors là, ça fonctionne. S'il n'y a pas ces deux aspects-là, ça ne fonctionne pas. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans un processus apprenant. Le troisième élément contextuel qui est majoritaire, c'est les antécédents d'utilisation des données probantes. C'est-à-dire que plus on a l'habitude, plus on s'est frotté finalement à l'utilisation de ces données scientifiques, plus finalement on va monter en compétences, plus on va gagner en auto-efficacité, plus ça va être facile d'utiliser les données probantes et plus on va être motivé pour utiliser les données probantes et inciter aussi ses collaborateurs ou ses collègues à utiliser des données probantes. Donc ce contexte, il est vraiment majoritaire en fait dans les faits. S'il n'y a pas ce contexte favorable-là, aucune intervention qui peut être mise en place, y compris les interventions d'accompagnement, ne peuvent fonctionner parce que même la motivation qu'on peut avoir créée en fait par des dispositifs de formation à l'utilisation des probantes ou au transfert d'intervention vont en fait se frotter à l'écueil organisationnel, c'est-à-dire que quand on revient dans son organisation, on n'a pas les conditions favorables à ça. Ce que a permis aussi de produire TCREG, c'est une liste en fait d'activités de transfert de connaissances standardisées. Voilà, pourquoi standardiser? C'est pas pour les faire évidemment de la même manière d'un contexte à l'autre, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment, on a essayé de créer des activités qui répondent à un objectif pour qu'on évite de confondre les activités entre elles. Et donc, on a créé une taxonomie de 18 actions de transfert de connaissances standardisées qui sont regroupées en 11 catégories stratégiques. Je vous renvoie vers l'article scientifique. Pour le coup, on n'a vraiment pas le temps de toutes les passer en revue. Je vous donne juste là quelques exemples. Alors, je suis désolée, hein, c'est en anglais, mais je n'ai pas eu le temps de traduire le document. Mais en gros, pour vous donner une idée là, des activités et de la manière dont cette taxonomie est faite, à chaque fois, on a donc les catégories que vous voyez dans la colonne à gauche. Hein, par exemple, là, les interactions entre chercheurs et acteurs ou les processus de formation. Et à chaque fois, vous avez des activités dans la colonne du milieu qui sont proposées, comme l'éducation interprofessionnelle, comme le mentorat, c'est-à-dire d'être guidé par quelqu'un qui a l'habitude de faire, ou encore des espaces de discussion, comme on a là, par exemple, entre scientifiques et acteurs pour pouvoir rendre accessibles des données de la recherche. Dans les formations, ça peut être des formations au repérage des données probantes, des formations au transfert d'une intervention particulière, des formations au décryptage en fait des données probantes pour voir comment on peut les adapter à son contexte d'intervention. Dans les activités qui sont proposées dans la taxonomie, vous avez aussi des activités qui modifient l'environnement, justement, pour pouvoir agir sur ce contexte-là qui est majoritaire, comme certaines activités de nudge. Le nudge, c'est quoi? C'est créer une architecture de choix voilà, qui permettent de rendre facile un comportement. Eh ben, on a remarqué que ça fonctionnait très, très bien pour modifier les pratiques professionnelles. C'est faire en sorte que pour l'acteur, ce soit plus facile d'utiliser les données probantes que de ne pas les utiliser. Voilà. Par exemple, en lui donnant des outils pour remplir, je ne sais pas moi, remplir un projet COSA, de lui donner directement dans le formulaire des bases théoriques, des exemples d'actions qui fonctionnent, voilà. C'est-à-dire vraiment de lui faciliter la vie pour qu'il aille dans le sens de l'utilisation de données probantes. Également des outils de facilitation comme des répertoires directement envoyés sur sa messagerie où il y a des exemples d'intervention ou
des petites informations sur ce qui fonctionne pour développer les compétences psychosociales, par exemple, ce genre de choses. Donc, des espèces de petites astuces, voilà, qui sont envoyées aux professionnels. Donc, on a listé comme ça un certain nombre d'activités. Je ne peux malheureusement pas plus vous détailler ce qu'il y a là-dedans, mais ce sont des activités qui fonctionnent quand l'environnement est favorable. Ce que l'on a montré aussi dans TCREG, c'est qu'en réalité, cette utilisation d'un banque, le cercle que vous voyez au milieu, il n'est pas dépendant que d'un mécanisme. Un mécanisme, c'est quoi? C'est la manière dont un agent, une personne en fait, va réagir dans un contexte donné. Il faut plusieurs mécanismes pour que cette utilisation des données probantes fonctionne. Il faut qu'il ait la compétence pour s'approprier ces données probantes. Il faut qu'il soit motivé. Il faut qu'il ait la compétence pour adapter les données probantes à sa pratique, sinon c'est trop orthogonal avec sa pratique. Il faut qu'il ait les compétences pour les identifier. Il faut qu'il ait l'impression en fait que c'est utile pour modifier sa pratique, que ça permette de légitimer son cadre d'intervention, que ça permette aussi de plaidoyer, par exemple, ces modalités d'intervention, c'est l'utilité symbolique, ou encore que ça lui permette de créer de nouveaux partenariats, c'est l'utilité processuelle. Tous ces éléments-là, en fait, vont jouer, tous ces mécanismes-là vont jouer sur son envie d'utiliser les données probantes et son savoir-faire dans l'utilisation des données probantes, lesquelles vont avoir un impact sur la motivation. Et c'est vraiment dans cette dynamique apprenante. L'évaluation réaliste, ça permet à chaque fois de dire, pour tel mécanisme, il faut qu'il y ait ce type d'activité dans ce contexte-là. Voilà. Ça relie en fait sous forme d'une théorie, voilà, mais pragmatique, hein, qu'on appelle une théorie ancrée, voilà, dans un contexte particulier. Ça relie des activités, des éléments contextuels pour produire un mécanisme d'effet. Si je prends l'exemple de l'utilité instrumentale, on a obtenu en fait des versions comme ça, narratives de ce qu'il faut faire pour créer cette utilité, ce sentiment d'utilité instrumentale, c'est-à-dire que ça peut aider à modifier, améliorer sa pratique. Là, par exemple, c'est l'utilisation des données de la science et faciliter si les professionnels les perçoivent utiles pour changer leur pratique. Bon, ça, c'est l'utilité instrumentale. Cette perception est activée par des activités de communication, adossées à des activités d'adaptation des données probantes à leur réalité et leurs besoins, et des activités d'accompagnement. Il faut vraiment ces trois éléments-là, notamment si l'organisation facilite l'usage de ces données, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient facilement accessibles directement pour l'interlocuteur en fonction de son champ d'intervention. Si l'institution l'encourage, c'est-à-dire qu'il a un retour sur investissement, parce que c'est quand même un investissement cognitif, et si les acteurs ont acquis de l'expérience dans cette pratique. Donc, vous voyez, ça, c'est les conditions pour que ça fonctionne, pour que ce mécanisme arrive. Et comment ça peut fonctionner? Ben, par un certain nombre d'activités, comme des espaces Internet qui rassemblent des données probantes, mais qui sont proposées de manière intelligible, ce qu'on appelle des policy briefs, c'est-à-dire des petites notes qui disent, bah, voilà, en gros, une action en milieu scolaire pour développer les compétences psychosociales. Il faut qu'il y ait ces critères-là, par exemple, vous voyez. Il faut qu'il y ait ces éléments-là, il faut qu'il y ait cette préparation, il faut que ça se fasse dans ce contexte-là. Des cafés transferts, c'est vraiment une modalité de transfert de connaissances. Des petites capsules vidéo pour tirer le fil un peu de ces données scientifiques. Un accompagnement par de la formation, mais ça peut être aussi par ce qu'on appelle les courtiers en connaissances, c'est-à-dire des professionnels qui sont formés à ça, à décrypter les données scientifiques et les rendre intelligibles, du mentorat, ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment quelqu'un qui sait faire, qui accompagne, ou du compagnonnage, qui accompagne quelqu'un qui sait moins faire. Et les contextes pour lesquels ça marche, c'est qu'il y a un temps reconnu dans l'organisation, parce que ça peut prendre un peu de temps au début, des espaces d'échange, voilà, dans des arènes déjà existantes, et on ne rajoute pas des réunions pour discuter de données scientifiques, elles sont inscrites dans les réunions déjà en cours dans l'organisation, des incitatifs, ça peut être aussi des incitatifs sociaux, hein, une forme de reconnaissance de l'institution à utiliser les données probantes, et des expériences aussi de renforcement positif, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il y ait un retour sur investissement pour l'acteur. En gros, voilà, vraiment de manière très parcellaire, quelques éléments de résultats. Quel apport de TCREG pour l'action publique? Premier enseignement de TCREG, c'est que l'utilisation des données probantes ne va pas de soi. C'est une expérience apprenante. Ça prend du temps au début, ça nécessite d'être soutenu. Les activités d'adaptation des données et l'accompagnement sont fondamentales. Il ne s'agit pas de mettre sur un site internet des données probantes et puis débrouillez-vous. Il faut vraiment au début prendre par la main les acteurs et les accompagner parce qu'on est vraiment dans une autre logique de conception de l'intervention. Et on est vraiment dans ce triptyque-là, motivation, compétence, renforcement. Il faut que toutes ces activités
convergent vers ça. Plus on est compétent, plus on est motivé, plus ça crée du renforcement. Plus il y a du renforcement positif, plus on est motivé, plus on développe ses compétences. C'est vraiment complètement lié. Deuxième apport pour l'action publique, l'environnement professionnel. C'est vraiment un déterminant à la fois de l'initiation de l'utilisation des données probantes et de la pérennisation de cette utilisation des données probantes. Le soutien structurel doit être adapté à l'usage attendu des données probantes, intégré dans les pratiques et dans l'organisation sans temps supplémentaire requis. Et ça doit être évidemment basé sur l'horizontalité des savoirs. Je souhaite insister sur ça. On parle beaucoup de données scientifiques, mais il ne s'agit pas d'appliquer aveuglément ce qui s'est fait ailleurs. Il s'agit de comprendre le sens de ce qui s'est fait ailleurs et de ce qui a fonctionné et d'en analyser la transférabilité par rapport à son contexte d'intervention. Et là, c'est vraiment une rencontre entre des savoirs scientifiques d'un côté et des savoirs expérientiels et contextuels des acteurs. Et il n'y a que comme ça que ça peut être intéressant pour les acteurs, déjà parce que c'est complètement adapté à leur terrain et parce qu'ils peuvent aussi apporter des éléments dans cette nouvelle co-construction de connaissances. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Sinon, c'est beaucoup trop lourd à porter pour les acteurs. Et le troisième enseignement, c'est que chaque action de transfert de connaissances qui est présentée dans la taxonomie, par exemple, apporte une brique en agissant sur un mécanisme ou deux mécanismes. Mais en réalité, il faut combiner l'ensemble de ces actions au sein d'une organisation pour pouvoir modifier les pratiques. Parce qu'en plus, dans la notion de contexte, il n'y a pas que l'environnement structurel ou les fonctionnements de l'organisation. Il y a aussi ce que les acteurs ont dans leur sac à dos, c'est-à-dire leur rapport aux données scientifiques, leur histoire par rapport à ces données scientifiques et l'histoire aussi de l'institution par rapport à ces données scientifiques. Et donc, il faut vraiment combiner à la fois, et là, ça va vous rappeler la promotion de la santé, hein, il n'y a pas de surprise, il faut combiner à la fois des activités structurelles et des activités d'accompagnement dans ce processus-là de transfert de connaissances. Voilà, si vous avez besoin de savoir un peu plus sur ce projet, il y a un certain nombre de publications qui sont disponibles. On les a, dans une logique justement de transfert de connaissances, on les a rendues open access. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à un bouquet documentaire pour pouvoir les lire. Je vous invite évidemment à les lire et je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce projet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je reviens ici maintenant pour vous poser un certain nombre de questions qui nous ont été posées lors de votre intervention. Une première question, déjà une personne qui vous remercie pour votre intervention, donc il s'agit de le dire également, et qui demande finalement si des structures ad hoc devaient être mises en place pour accompagner le transfert de connaissances, à quel niveau il serait le plus efficace de les positionner, et auprès des chercheurs pour les aider à mieux interpeller les acteurs, les décideurs, auprès des acteurs décideurs pour leur faciliter l'appropriation des données, ou alors des structures complètement mixtes où les deux parties sont déjà associées. Quel est votre positionnement? Je pense que je vais poser les questions une à une et on y répondra. Alors rapidement, moi je ne suis pas hyper favorable de manière générale et plus je fais de la recherche comme ça en milieu interventionnel et plus j'ai cette logique-là à créer des structures sur les structures. En réalité, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on change les organisations. Je pense qu'en fait, il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui est en effet là de confier à une structure, ça ne veut pas dire créer une structure, de confier à une structure tout cet aspect-là de rassemblement des données probantes et de transformation des données probantes pour qu'elles soient directement accessibles par les acteurs avec leur langage et conformes à leurs préoccupations, c'est-à-dire qu'il y ait une analyse de transférabilité, qu'on voit comment présenter les choses. Et là, il y a eu plein d'expériences dans les 4 régions qui ont participé à ce projet-là de TCREG. Il y a eu des capsules vidéo qui ont été faites pour traduire des articles scientifiques, il y a eu des notes, des documents, des guides, voilà. Et ça, c'est un vrai travail d'ingénierie que seuls les acteurs de terrain peuvent faire, avec les scientifiques qui ont produit les données probantes, mais que seuls les acteurs de terrain sont capables de le faire parce que ça va colorer en fait les choses. Ça peut être une structure. À quel niveau, je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas démultiplier le temps de travail pour ça et démultiplier les structures. C'est une mode très, très française. Moi, je me dis, si au niveau national, il peut y avoir quelqu'un qui fait ça, et je crois que c'était la logique de Santé publique France
en collaboration avec les acteurs locaux pour apporter ce savoir-faire expérientiel, ça peut marcher comme ça. Après, en effet, il y a ce travail d'accompagnement qui, lui, peut être fait par des structures qui sont aujourd'hui en place et qui sont ce qu'on appelle les acteurs de seconde ligne, hein, qui font de l'appui méthodo, mais qui devraient être formés, en fait, à cette utilisation de données probantes pour créer cette sorte de courtier que l'on peut avoir, par exemple, dans le paysage canadien. C'est-à-dire ces gens qui sont capables de naviguer entre les deux. Et puis après, il y a un troisième niveau qui est celui de l'institution. Il faut qu'au niveau de l'institution, on adhère en fait à cette logique de transfert de connaissances pour pouvoir mettre en place ces conditions structurelles là que j'évoquais tout à l'heure et qui sont un déterminant majeur du résultat. Donc vous voyez qu'en fait ça dépend de où on se situe. Il faut que ce soit plutôt systémique en fait comme orientation. Merci beaucoup. Je profite justement de ce que vous venez de dire, notamment par rapport aux échelles, pour réagir et introduire une nouvelle question qui demande comment est-ce que vos conclusions dans le cadre du projet que vous avez présenté varient selon l'échelle du territoire, la ville, les régions, le niveau national. Alors nous, on a travaillé essentiellement au niveau des régions. On n'a pas du tout travaillé au niveau de la ville. Voilà, on n'a pas travaillé par exemple avec les acteurs des ateliers santé-ville, même si on en a interviewé quelques-uns en fait hein, dans le panel d'entretien que l'on a réalisé dans le cadre des investigations. On n'a pas fait de focale vraiment comme ça à une échelle infra-régionale. On est resté sur l'échelle régionale. On n'a pas travaillé non plus sur la dimension nationale, où là aussi, ça serait une autre logique. Donc, je ne peux pas vous répondre. Là, on est vraiment sur plutôt une logique régionale, en fait. Merci beaucoup. Alors, on a une question suivante qui est quels sont les professionnels visés par le transfert de connaissances dans le projet TCREG? Uniquement les professionnels de santé ou les préventeurs, ou également d'autres professionnels du type travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs, etc. Alors, dans le cadre du projet TCREG, les professionnels qui étaient ciblés, entre guillemets, pour voir comment ça fonctionnait pour eux, c'était plutôt les professionnels des agences régionales de santé, hein, les chargés de mission des agences régionales de santé, mais aussi les professionnels du management, en fait. Et puis après, c'était plutôt les acteurs associatifs, donc ils sont structurés autour de la prévention. On n'est pas allé dans les acteurs, j'ai envie de dire, de première ligne, comme l'infirmière scolaire, l'enseignant, le professionnel de santé dans son cabinet ou sa maison pluriprofessionnelle de santé. On n'est pas allé jusque-là dans le cadre de TCREG. C'était vraiment des acteurs, on va dire, dont le métier formel est de faire de la prévention. Peut-être ce que vous évoquez comme préventeur. C'est peut-être ça. Merci beaucoup. Et je pense pas, du coup, j'ajoute un complément. Je ne pense pas qu'on ne peut pas demander à une infirmière scolaire ou à un enseignant d'utiliser des données probantes. C'est déjà quelque chose qu'il fait en plus dans sa pratique, qui fait partie de sa pratique, mais qui est dans une pratique beaucoup plus large. On ne peut pas lui demander d'aller chercher comme ça des données probantes et de se former à l'utilisation. Moi, je pense que pour le coup, c'est les acteurs associatifs qui le font aujourd'hui, hein, qui accompagnent à l'intervention, en fait, qui ont ce rôle-là de courtier, en fait. Merci beaucoup. Alors, on a une question, justement, pour vraiment faire la transition avec le dernier petit mot que vous avez énoncé, qui nous demande quel est le profil type de ces courtiers canadiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a beaucoup de travaux hein, sur ce qu'on appelle le courtage en connaissance. Alors, c'est un mot qu'on n'aime pas trop en France parce que ça évoque d'autres choses, mais il y a pas on appelle ça aussi les entrepreneurs frontières ou les passeurs, voilà. Ou les transféreurs aussi, mais alors là, je ne suis pas sûre que ce soit dans le DICO. Donc, le rôle en fait de ces professionnels, alors c'est pas forcément que des professionnels, ça peut être des structures de courtage. Hein. Au Canada, ça existe. Hein. Il y a des centres collaborateurs en fait qui produisent un certain nombre de données, on va dire digérées, voilà, de données probantes digérées pour les acteurs et qui font un accompagnement, on va dire léger. Hein. C'est pas non plus, ils accompagnent pas au développement d'un projet ou aux modifications des pratiques, mais ils font un petit accompagnement autour de ça.
Dans les organisations type INSPQ, tout ça, vous avez des agents de développement. Voilà, ce sont carrément des agents à l'intérieur de la structure qui ont souvent une double affiliation. Hein, c'est une affiliation recherche, c'est des chercheurs, mais qui sont très, très ancrés et qui ont aussi une fonction dans l'institution, dans l'agence ou dans le ministère pour transférer en fait ces données-là et faire en sorte que la manière dont on fait les choses dans l'institution soit en phase avec les données de la littérature et le contexte évidemment. Et puis après, vous avez des gens dont c'est le métier en fait d'être courtier en connaissances et qui se positionnent en fait dans ce rôle-là. Mais ça nécessite beaucoup de compétences, être courtier en connaissances, parce que ça nécessite d'avoir un pied dans chaque monde. Hein, et du coup, je ne suis pas sûre qu'une personne puisse faire tout ça, parce que ça nécessite d'être continuellement sur toutes les thématiques, à jour, sur les données scientifiques, de pouvoir les traduire, de pouvoir accompagner. Enfin, il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée pour pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est plutôt au sein des organisations qu'il faut structurer ça, ou dans le cadre, en effet, de dispositifs particuliers, mais de missions, c'est-à-dire pas aussi créer des structures, hein, mais c'est peut-être une mission qui pourrait être confiée par délégation de compétences à des acteurs associatifs en place, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Et puis, on va finir là avec une dernière question pour respecter quand même le timing court que nous nous sommes fixés. Et qui vous remercie également pour la qualité de votre présentation et plus généralement pour l'ensemble de la dynamique que vous avez diffusée en région à travers votre projet. Et la question porte sur la philosophie de la promotion de la santé en tant que frein que vous évoquiez. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? La question des données probantes en promotion de la santé, alors là, ce n'est pas la scientifique qui parle, mais l'ancienne militante associative. Mon premier métier, c'était dans le réseau des CRES, IREPS, FNES. Et je sais qu'il y en a autour de la table. Et pour ceux qui ont mon âge, se rappellent que quand on évoquait les données probantes il y a 15 ans, c'était pas facile de faire passer le message, hein, parce que les acteurs avaient l'impression qu'on allait du coup parachuter, dupliquer comme ça des interventions expérimentées ailleurs et que c'était complètement orthogonal avec les principes de base de la promotion de la santé, d'être ancré, d'être en lien, d'être participatif, de créer les choses en fonction du contexte et des besoins réels des gens, voilà, et pas des choses parachutées. Or, on se rend compte, évidemment, il faut pas faire ça. Utiliser les données probantes, ça ne veut pas dire parachuter des interventions, ça ne veut pas dire dupliquer les choses. Ça veut dire, quand on fait un diagnostic pour savoir comment agir pour résoudre un problème dans une population ou anticiper un problème, ce n'est pas forcément résoudre un problème, c'est se dire, ben voilà, il y a ces éléments-là, hein, tous vous connaissez les diagnostics de situation, besoin, demande, réponse, il y a ces éléments-là, on sait ce qu'on peut faire, on sait quels sont les problèmes, on sait ce qui existe déjà et que nous dit la littérature scientifique sur ça, sur ce qui fonctionne. Et c'est vraiment de faire fusionner les deux. Donc les freins philosophiques, ils étaient plus par méconnaissance de la démarche ou plutôt la peur de voir une santé publique fondée sur les preuves qui soit l'exacte réplication de la médecine factuelle où tout le monde fait pareil parce que le labo pharmaceutique a dit qu'on utilisait le traitement comme ça, parce que l'acte chirurgical, il est comme ça. Ça prend en compte en fait cette santé publique factuelle, on va dire, cette promotion de la santé factuelle, elle prend en compte les savoirs expérientiels. Dès lors qu'on a compris ça, le verrou, il saute en fait. C'est juste comment ces données scientifiques, c'est l'élément de plus qu'on peut apporter à ce diagnostic pour pouvoir mettre en place l'intervention. Et ce verrou, je pense qu'il s'est, en effet, il a sauté depuis quelques années. Merci beaucoup pour la réponse à cette dernière question. Je pense que ce temps maintenant marque la fin de notre premier café de l'IRESP. Je tenais à vous remercier, Madame Linda Cambon, pour déjà de vous être prêtée à l'exercice de ce dispositif qui est un nouveau dispositif au sein de l'IRESP et vous avez su relever le défi avec brio. Merci pour la qualité de votre intervention, c'était vraiment très agréable. On a beaucoup de retours aussi dans le chat, je les vois apparaître là, de gens qui vous remercient pour cette présentation et sa qualité. Donc, ce temps marque maintenant la fin de ce café. Je souhaite inviter les participants également à suivre les autres événements qui sont organisés par l'IRESP.
notamment le 5e rendez-vous de l'IRESP qui aura lieu ce jeudi, le 10 juin 2021 en après-midi, qui porte sur les conditions de participation, représentation, rémunération et éthique dans le cadre des approches participatives pour la recherche en santé publique. Et puis un prochain événement qui aura lieu le 1er juillet, c'est un grand rendez-vous de l'IRESP qui portera, lui, sur la recherche sur les inégalités sociales de santé. Donc cet événement-là aura lieu toute la journée. Vous retrouverez l'intégralité de nos informations sur le site internet de l'IRESP dans l'onglet Animation. Et puis, je vous dis également rendez-vous pour les prochains cafés de l'IRESP qui auront lieu cette année. Vous aurez l'information voilà, en temps voulu. Merci à tous, très bel après-midi et à bientôt. Bonne journée à tous, au revoir.